Bonjour à tous, on continue le cours d'électricité avec donc la partie 2 qu'on va terminer aujourd'hui avec l'étude des ondes électromagnétiques. Voilà. Et donc, voilà, sur la partie 2, alors la dernière fois on avait parlé de l'induction, chapitre 6, et là on va parler, chapitre 7, des ondes électromagnétiques dans le vide. Et pour commencer, on va d'abord regarder les équations de Maxwell. Vous savez qu'il y en a 4. On va commencer par résumer ce que nous savons. Ce que nous savons en électromagnétisme, donc essentiellement c'était l'électrostatique et la magnétostatique. Et un petit peu, la dernière fois, on a vu ce qui se passait lors des phénomènes de l'induction. Okay. Alors, la première équation, vous la reconnaissez, divergence E égale ρ sur epsilon 0, c'est le théorème de Gauss. Donc là, on l'a vu lorsque le phénomène ne dépendait pas du temps. Il y avait aussi rotationnel de E égale 0, toujours lorsque les phénomènes ne dépendent pas du temps, parce qu'on a un champ électrostatique. Par le théorème de Stokes, rotationnel de E égale 0 nous montre que la circulation de E sur n'importe quelle courbe fermée est égale à 0. Et on avait vu que lorsque les phénomènes dépendent du temps, ceci n'est plus valable. Cette circulation donne justement la force électromotrice induite. Alors, on y reviendra. Il y a aussi le fait que divergence B égale 0. Ça, c'est toujours vrai. Et dernièrement, la dernière équation, c'était le théorème d'Ampère, à savoir que le rotationnel de B, il est égal à mu0G, où G est la densité de courant. On va voir que cette équation, par contre, n'est pas toujours vraie. On y reviendra. Voilà. On va maintenant essayer de généraliser cette histoire, même lorsque les phénomènes dépendent du temps. On commence par la première, qu'on va appeler l'équation de Maxwell-Gauss. Alors, on reconnaît, c'est la même, divergence E égale ρ sur epsilon 0. La différence maintenant, c'est que les choses dépendent du temps. C'est-à-dire, même lorsque ça dépend du temps, on a toujours cette équation qui est vraie, divergence E égale ρ sur epsilon 0, ce qui va nous conduire, en faisant une intégrale, en utilisant le théorème de Green-Ostrogati, j'arrive jamais à le prononcer, Ostrogatsky, eh bien, on verrait que le flux de E à travers n'importe quelle surface fermée, c'est égal à la charge intérieure divisée par epsilon 0. Ensuite, nous avons... Alors, non, d'abord pas ensuite, mais toujours ça, c'est bon, c'est ce que c'est ce que je venais de vous dire. C'est la première équation de Maxwell. Et sur un dessin, on peut peut-être voir, alors vous le voyez mieux avec une charge ponctuelle qui serait placée en M. Mais même si ce n'est pas une charge ponctuelle, on a regardé si on a un petit volume d'étau avec une densité de charge ρ qui est positive, eh bien les lignes de champ vont partir du point M. On dit qu'ils vont diverger à partir du point M. Et ça nous donne une divergence E qui est positive. D'accord? Donc le signe de la divergence nous montre que les lignes de champ vont diverger à partir du point. Et bien entendu, dans le cas contraire, c'est-à-dire si ρ est négative, les lignes de champ vont converger. La direction maintenant toutes les directions sont dirigées vers M et la divergence de E est négative à ce moment-là. Bon, ensuite, deuxième équation, ce qu'on appelle Maxwell flux, eh bien, il nous dit que le flux magnétique à travers n'importe quelle surface fermée est égal à 0. Ceci est toujours vrai, quelle que soit la situation, quel que soit le régime, il peut dépendre du temps ou non. Et par le théorème de la divergence, on voit immédiatement que divergence B égale 0. Donc cette équation est toujours vérifiée. Ensuite, l'équation de Maxwell-Faraday, celle qu'on a vue avec les phénomènes d'induction,
Bon, on répète un petit peu le même raisonnement. Si vous vous rappelez, on prend un point quelconque. En ce point-là, le champ E est donné par deux termes, par la somme de termes. Une partie qui nous donne l'origine électrostatique de E, quand il y a des charges fixes, c'est le moins gradient V, et une partie d'origine magnétique, quand vous avez un champ magnétique, et donc un potentiel vecteur A, qui dépend du temps. Ça nous donne ça. Maintenant, prenons le rotationnel de ceci à gauche et à droite, ça nous donne un rotationnel de E, qui est égal à donc moins rotationnel gradient de V qui est nul. Ah tiens, il manque une flèche sur ce zéro-là. Là, il manque une flèche. Bon, rotationnel gradient de V. Et l'autre terme, c'est moins d sur dt rotationnel de A. On a permuté d sur dt avec rotationnel, avec les opérateurs d sur dx, d sur dz. Vous devez être habitué maintenant à ça. Et pour conclure, on reconnaît rotationnel de A, c'est le champ magnétique B. Et donc, rotationnel de E va être égal à moins dB sur dt. C'est l'équation de Maxwell-Faraday. Là, c'est un dessin, c'est un schéma que j'ai vu sur Internet. Je ne me rappelle plus la source. C'est pour ça que je ne marque pas la référence. Mais voici une situation où d'une part la divergence de E est positive. Vous voyez que les lignes de champ divergent à partir du point. Elles s'en vont. Et le rotationnel de E, qui va mesurer, si vous voulez, la quantité, enfin, l'aspect tourbillonnaire, comment ça tourbillonne, de E, eh bien, le rotationnel de E est positif. Alors, dernière équation, l'équation de Maxwell-Ampère. Ce que nous savons, nous, c'est que le rotationnel de B égale mu 0J. C'est le théorème d'Ampère. Le problème, c'est que cette relation-là, rotationnel de B égale mu 0J, ça entraîne que la divergence de J égale 0. J, c'est le vecteur densité de courant. C'est facile de voir. Vous prenez la divergence à gauche et à droite. Divergence d'un rotationnel, c'est égal à 0. C'est vrai pour n'importe quel vecteur. Donc vous allez avoir 0 égale mu 0 divergence J. Donc divergence J égale 0. Alors, pour ceux qui se disent, ouais, pourquoi pas, divergence J égale 0. Non, mais je sais pourquoi pas. C'est que ça, c'est en complète contradiction avec la conservation de la charge lorsque les phénomènes dépendent du temps. La loi de la conservation de la charge, on vous l'a peut-être montré l'année dernière, c'est que la divergence J est égale à moins d ρ sur dt. Ρ, c'est la densité de charge. Et donc, ça ne va pas, il y a une contradiction. Bon, pour s'en sortir, le plus simple, c'est de partir de ça, cette équation de conservation de la charge. On part de là, comme ça on est sûr qu'on aura divergence J plus d ρ sur dt égale à 0. Ensuite, on utilise la première équation, Maxwell-Gauss, c'était divergence E égale ρ sur epsilon 0. Ici. On remplace ρ par epsilon 0 fois divergence E, ça nous donne donc ceci. On met, si je peux dire, divergence en facteur, enfin, divergence A plus B, c'est divergence A plus divergence B, je parle en vecteur, donc vous avez divergence de J plus epsilon 0,2 sur dt égale 0. Ça, vous voyez, c'est ce qui devrait remplacer ceci, divergence J égale 0. Donc vous voyez que l'idée, bien sûr, naturellement, ça va être de dire, bon ben, je prends mon équation de départ et je remplace J par J plus epsilon 0 d sur dt. Comme ça, je sais que j'aurai à la fois le théorème d'Ampère lorsque ça ne dépend pas du temps, parce que d sur dt à ce moment-là serait égal à 0, et donc je retrouve ce que j'avais.
Et deuxièmement, le fait d'avoir ça va me conduire à cette équation-là et il n'y aura plus de contradiction. Donc c'est ce qu'on fait. On remplace rotationnel de B égale mu0 J par cette relation-là. C'est la quatrième équation de Maxwell. Rotationnel de B égale à ceci. Et le terme epsilon 0 dE sur dt, ce terme-là, s'appelle courant de déplacement. Le vecteur J, c'est le vecteur densité de courant. Hein? Celui-là, c'est courant de déplacement. Voilà. Eh bien, on va résumer ces quatre équations. Vous voyez, avec ces quatre équations, vous avez tout l'électromagnétisme qui est là-dedans. Hein? Vous pouvez tout retrouver, terrain de Gauss, terrain d'Ampère, tout ça c'est là-dedans. Alors, revoyons-les rapidement. Il faudra les connaître par cœur, celle-là. Hein? Divergence E égale rho sur epsilon 0. C'est terme Maxwell. Divergence B égale 0. Ça, c'est toujours vrai. Rotationnel de E égale moins dB sur dt. Ça nous donne une relation entre E et B. Autre relation entre E et B, c'est que le rotationnel de B est égal à ceci, un terme avec des courants réels et un terme avec des courants de déplacement. Voilà, on a aussi, je pense, c'est ça, la forme intégrale. Il suffit d'intégrer les relations précédentes. Bon, on l'a fait plusieurs fois. Par exemple, pour la première, regardez, vous intégrez sur un volume. Vous allez avoir ici l'intégrale triple de divergence E des taux. Et vous utilisez le théorème de Green-Ostrogradsky. Ça va vous donner le flux à travers la surface fermée qui limite ce volume V, le flux du vecteur E, hein, c'est ce qu'il y a là. Eh bien, ceci va être égal à l'intégrale triple de ρ sur epsilon 0 des taux. Mais l'intégrale de ρ des taux, ben, c'est la charge. C'est la charge qui est contenue à l'intérieur du volume. Voilà, Q intérieur sur epsilon 0. Et on fait la même chose avec divergence. Vous allez avoir le flux de B à travers toute surface fermée, c'est égal à 0. C'est celle-là. La troisième, rotationnelle de E égale moins dB sur dt. Là encore, vous prenez l'intégrale double sur une surface et vous transformez celle de gauche avec le théorème de Stokes. Ça vous donne la circulation de E sur une courbe fermée. Eh bien, c'est égal à moins d sur dt, l'intégrale double de B, ce qui n'est autre que le flux. Donc ici, vous avez moins dφ sur dt, le flux magnétique, moins dφ sur dt, c'est égal à la circulation de E, et on avait dit que ça, c'était la définition de la force électromotrice induite. Okay? Donc là, ça, c'est la loi de Faraday. Et la quatrième équation, qui est le théorème d'Ampère, dans le cas où ça ne dépend pas du temps, vous faites le même genre de choses, vous intégrez, ça va vous donner ici la circulation de B, là c'est mu0 fois. Alors, l'intégrale double de J va vous donner le courant I, et ici vous allez avoir le flux de E, le flux donc électrique, le flux à travers la surface S, du champ E. Donc voilà, nous avons la forme locale. Forme locale. Très bien. Maintenant, à partir de ces équations, on va voir ce qu'on appelle l'équation de propagation. On va voir que le champ se propage. Hein, un petit peu à la manière, quand vous jetez une pierre dans une mare, vous avez une onde qui se forme et cette onde se propage. Hein. On va voir ça. Pour cela, on va regarder, en un point quelconque, on va former le rotationnel du rotationnel de E. Bon, le rotationnel de E qui est là, d'après la troisième équation de Maxwell, vous vous rappelez, c'était moins dB sur dt. Donc on a rotationnel de moins dB sur dt. Ici, ce qu'on fait, on permute simplement le rotationnel et le t sur dt. Ça nous donne ça.
et rotationnel de B avec la quatrième équation. La quatrième équation, vous vous rappelez, c'était rotationnel de B égale mu 0J. Voilà. Ah, parce qu'il y a D sur dt. Ensuite, il y avait plus mu 0 epsilon 0 dE sur dt. Et comme là, il y a un D sur dt, ça fait une dérivée seconde par rapport au temps de E. Bon, ça c'est le rotationnel du rotationnel de E. Maintenant, par ailleurs, là vous avez une équation absolument générale. Le rotationnel du rotationnel de n'importe quel vecteur, c'est égal au gradient de divergence de ce vecteur, moins le Laplacien vectoriel de ce vecteur. Laplacien d'un vecteur, je vous rappelle, c'est un vecteur, il va avoir 3 composantes, et chaque composante est un Laplacien scalaire. Par exemple, on va appliquer ça pour le champ E. Ça va nous donner donc rot E égale grad div E moins Laplacien de E. Alors, ce Laplacien de E, donc il a 3 composantes. E, tout seul déjà, E a des composantes EX, EY, EZ. Laplacien de ça, c'est un vecteur qui va avoir 3 composantes qui seront Laplacien de EX, Laplacien de EY, Laplacien de EZ. Laplacien scalaire, par exemple Laplacien de EX, je vous rappelle que c'est la dérivée seconde par rapport à x d2 sur dx2 de EX plus d2 sur dy2 de y plus d2 sur dz2, d2 sur dz2 de EX toujours. Ok? Alors, nous, on a cette relation et on va continuer. Maintenant, divergence E, on utilise la première équation de Maxwell qui nous dit que divergence E égale ρ sur epsilon 0. Voilà. Ça nous donne ça. Maintenant, on dit que cette quantité-là qu'on avait écrit au début, bah, elle est égale à cette quantité-là. D'accord? Et on met à droite certains membres, à gauche on en met d'autres, et ça va nous conduire à cette relation delta E moins epsilon 0 mu 0 d2E sur dt2 égale à un terme qui dépend, on dit des sources, il y a les sources de charge, ρ, les sources de courant, J. Voilà, et on va regarder un cas simple, qu'on appelle être en l'absence de source, c'est-à-dire lorsque ρ et J sont nuls, eh bien, on trouve que le Laplacien de E moins, ici on a fait, pour l'instant pour vous, c'est simplement un changement d'écriture, la constante epsilon 0 mu 0, on l'a appelée 1 sur c au carré. Voilà, vous allez voir pourquoi. Et voilà, est égal à 0. Alors, cette équation-là ne vous dit peut-être rien, mais pour nous, en physique, cette équation, elle est très connue, c'est très important. C'est ce qu'on appelle une équation de propagation. Et là, elle arrive à chaque fois que quelque chose se propage, eh bien, cette chose obéit à cette relation. Et la propagation se fait, une propagation, ça se fait à une certaine vitesse. Ici, la vitesse, pour cette écriture, eh bien la propagation se fait à la vitesse c. Tu vois, quand il y a c au carré, la vitesse de propagation c'est c. Et ce c-là, voilà, la vitesse de propagation c, ce c-là est donc relié par la relation epsilon mu 0 c au carré égale 1. Voilà, on constate que c'est la vitesse de propagation de la lumière qui intervient. Je vais y revenir dans une minute. Auparavant, je voudrais vous parler de notation simplement. L'opérateur, le petit triangle qui est là, enfin là, le petit triangle, on l'appelle l'opérateur Laplacien. Et moins 1 sur c au carré d2 sur dt2, on l'appelle l'opérateur d'Alembertien. On le représente par le petit carré. C'est un d'Alembertien. Donc, ce qu'on vient de voir, c'est que le d'Alembertien de E est égal à 0. D'Alembertien nous donne l'équation de propagation à la vitesse c. Et de la même façon, maintenant pour B, je vous invite à le redémontrer vous-même. Eh bien, le d'Alembertien de B, c'est égal à 0.
Voilà. Et oui, maintenant je voudrais revenir à ce que je vous disais, la vitesse de la lumière C qui intervient ici alors qu'on est en train de parler du champ électrique E et du champ B. Peut-être que certains d'entre vous se disent, non mais attends, comment la vitesse de la lumière, comment elle a fait pour atterrir ici avec les ondes électromagnétiques? La lumière c'est en optique, là on est en électromagnétisme. Oui, bon, ben, quand même, je pense que la majorité d'entre vous le savent. La lumière elle-même, c'est une onde électromagnétique, une onde très particulière. Et les ondes, elles sont caractérisées par ce qu'on appelle une longueur d'onde ou une fréquence. Et la lumière d'onde, ce n'est qu'un cas particulier. Alors, j'ai trouvé sur Internet un truc que je vais vous montrer, ce qu'on appelle un spectre. Là, en bas, tout de suite, avant d'oublier, je vous ai marqué la référence. Vous allez pouvoir noter ça, enfin, le copier. Je ne sais pas si vous pourrez d'ailleurs, parce que c'est une vidéo. Bon, bah, en tout cas, écoutez, vous avez la référence qui est là. Et vous avez un article très simple, mais avec cette image, moi j'ai bien aimé. Vous avez tout le spectre, bah, elle est classique en même temps. Vous avez tout le spectre du rayonnement. Ce qu'on appelle le spectre, c'est la distribution des longueurs d'onde, des ondes en fonction d'une caractéristique qu'on appelle longueur d'onde lambda, qui est ici donnée en mètres. Alors, c'est une très grande échelle, hein. Vous avez ici du 10-16, ici du 10-6, et ici du 10 puissance 8. Hein, c'est vraiment une très très large gamme. Et ici en haut, vous avez les fréquences croissantes qui vont dans ce sens-là. Et ça va de 10 puissance, j'arrive pas à lire, bon ici 10 puissance 2 jusqu'à 10 puissance 24, là aussi c'est énorme. Bon, il y a une relation entre lambda et nu, la fréquence nu, c'est par l'intermédiaire de la vitesse. Lambda c'est longueur, donc lambda c'est égal à c fois un temps, c fois la période, donc c sur nu. Lambda égale c sur nu. Vous pourrez vous amuser à le vérifier pour quelque chose ici. En prenant c, la vitesse de la lumière, le fameux 300 000 km par seconde, c'est-à-dire 3 10 puissance 8 mètres par seconde. Alors, vous voyez ici, pourquoi je vous ai parlé de tout ça? En fait, c'est vous parler de la lumière. La lumière, ce n'est qu'une toute petite zone, le spectre lumineux, le spectre visible, ce n'est qu'une toute petite zone de l'ensemble du spectre des ondes électromagnétiques. Alors, notre œil, c'est un capteur qui capte et qui n'est sensible que dans cette gamme-là. Alors, c'est pour ça qu'on voit du bleu, on voit du rouge, etc. Mais imaginons, je ne sais pas, un extraterrestre qui viendrait avec un œil qui serait sensible, qui serait plus sensible que nous, eh bien, il pourrait par exemple voir dans l'infrarouge. Voilà. Je ne sais pas d'ailleurs ce qu'il va voir. Je ne sais pas comment on peut voir une onde radio, une onde FM, la fameuse onde FM. Ben justement, je ne peux pas l'imaginer, puisque nous, ce que nous savons, c'est ce que nous voyons. Nous savons les choses par ce que nous voyons. Bon, et voilà. Alors, donc ici, je vous disais la partie lumineuse. À droite, vous avez les infrarouges, le domaine de l'infrarouge, hier. Le domaine des micro-ondes, le domaine des ondes radio, avec les fameuses FM et AM. Et ensuite, vous avez les grandes ondes. Alors, tout ça, tout ce qui est à droite, on dit que c'est des ondes de faible énergie. Hein. La fréquence, elle est assez faible. La longueur d'onde est de plus en plus importante ici. Et on a estimé pendant très longtemps que ces ondes-là ne sont pas dangereuses. D'ailleurs, nous baignons tout le temps là-dedans, autour de nous. Il y a tout le temps, il y a les ondes radio, les ondes de téléphone, tout ça, qui nous traversent et ça nous fait aucun mal. Oui, mais on est contraint maintenant, il y a des gens qui se posent la question, est-ce que vraiment est-ce que ce n'est pas nocif quelque part? Surtout maintenant avec la multiplication des objets connectés.
Vous savez, et la multiplication des ondes téléphones, il y a plein de rayonnements. On se demande, c'est peut-être pas si innocent que ça. On ne sait pas, on verra. Mais par contre, alors, le rayonnement qui est à gauche, lui, il est dangereux, ça c'est sûr. Il y a le domaine des UV, ensuite il y a les rayons X, et là ça devient de plus en plus dangereux, là c'est extrêmement dangereux, c'est les rayons gamma. C'est ce que vous observez dans les centrales nucléaires par exemple. Alors les UV déjà, lorsque vous êtes à la plage en train de bronzer, on vous dit attention aux UV et vous utilisez les crèmes anti, enfin les crèmes de bronzage. C'est pour simplement protéger votre peau des rayonnements ultraviolets. Et d'ailleurs sur la Terre, nous avons une protection globale qui nous est fournie par l'atmosphère. L'atmosphère terrestre, elle nous protège de tout cet ensemble-là. Tous les rayonnements UV, X, gamma, tout ça, elle nous protège. Heureusement, parce que sinon, la vie serait impossible sur Terre. On ne pourrait pas survivre. Voilà. Et donc, je vous laisse admirer encore une fois à quel point le spectre visible est tout petit. Hein. C'est vraiment tout petit par rapport à l'ensemble du spectre des ondes électromagnétiques. Très bien. Bon, on a parlé de la propagation des champs et les potentiels. Les potentiels, vous savez, il y a le potentiel V et le potentiel vecteur A. Bon, puisque ces potentiels-là sont reliés au champ, c'est que les potentiels, probablement, eux aussi, ils se propagent, évidemment. Voyons les choses. Les potentiels, d'abord, la relation entre V et E, c'est E également gardé en V. La relation BA, c'est B égale rotationnel de A. Bon, tout ça, vous le savez. Mais vous savez aussi que les potentiels VA ne sont pas uniques. Je veux dire, quand on se donne un champ E et un champ B, il y a une infinité de V et de A possibles. Par exemple, ici, si vous remplacez V par V plus constante, le gradient ne va pas changer. C'est-à-dire, E ne va pas changer. De la même façon, si vous remplacez A par A plus gradient d'une fonction f, eh bien, le rotationnel ne va pas changer. Donc vous allez avoir toujours le même champ magnétique. Alors à chaque fois, il faudra se fixer un couple VA. Et chaque fois qu'on fait un choix, on dit qu'on a fait un choix de jauge. Un choix de jauge, et donc il y a une infinité de choix possibles. Parmi ces choix-là, il y a un choix particulier qu'on appelle la jauge de Lorentz, qui est donnée par cette relation-là. Vous voyez qu'elle relie à la fois A et V par cette relation. Et donc, si on utilise cette relation avec les équations de Maxwell, on trouve que effectivement VA se propage de façon très simple, comme ceci. Il y a le D'Alembertien de V plus ρ sur epsilon 0 égale 0, puis une autre équation pour A. Alors, ces équations s'appellent les équations de Poisson, dont on a déjà parlé dans l'électrostatique en particulier. Mais voilà. Voilà les équations de propagation des potentiels. Ok. Et oui, alors un point de vue très intéressant. Nous, on va s'arrêter ici de toute façon pour la propagation. Mais ici, vraiment, je voulais bien vous montrer un truc. C'est que si vous donnez par exemple l'équation concernant V, vous la donnez à un mathématicien, bon c'est une équation, il va vous la résoudre. Et la solution, elle est de cette forme. D'accord? Il y a une constante, 1 sur 4π epsilon 0, mais ce qui est remarquable, regardez, le potentiel à l'instant T va être égal à ce qui se passe pour la source, la densité de courant, ρ, mais à un autre instant, un instant T antérieur, un instant avant. Oui, donc vous voyez bien, il y a cette notion de propagation. Ce qui se passait à l'instant T moins R sur C, eh bien, à une certaine distance, on est au courant de ça qu'un instant plus tard, à l'instant T.
Un petit peu à l'image, quand vous regardez le soleil, enfin, ne le regardez pas, ça fait mal aux yeux, mais bon, je veux dire, si on regarde le soleil maintenant, à l'instant T, en fait, on le voit tel qu'il était il y a 8 minutes, parce que la lumière, elle met 8 minutes pour nous arriver. D'accord? Et donc, si le soleil, par exemple, enfin, c'est farfelu ce que je veux dire, mais si le soleil s'arrêtait brusquement maintenant, je constate tout à coup que le soleil, ça y est, il n'éclaire plus, et bien en fait, ça veut dire qu'il s'est éteint 8 minutes plus tôt. Et moi, je ne l'ai su que donc un instant plus tard. Mais je vous rassure, le soleil ne va pas s'arrêter. Je vous rassure doublement. D'abord, il ne va pas s'arrêter brutalement. Hein. Il va mettre quelques milliers ou millions d'années à émettre de moins en moins. Donc, on aura le temps de le voir, de le voir s'éteindre. Et en plus, ça va arriver pas tout de suite. Les calculs montrent qu'il va s'arrêter de briller dans 5 milliards d'années. Donc, on ne sera plus là hein, pour le vérifier, mais bon, en tout cas, on n'a pas à s'en faire pour l'instant. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Oui, alors ce temps de propagation, ce R sur C, vous voyez, c'est un temps. Ce temps de propagation, on l'appelle taux, et ça va nous permettre de vous parler d'un truc qui s'appelle l'approximation des régimes quasi permanents. Très intéressant parce qu'on va en parler la leçon prochaine sur les cours alternatifs. Eh bien, il y a un cas très fréquent où si je considère que j'appelle T le temps typique de changement au niveau des sources. Vous voyez, vous avez une source de charge par exemple, dans laquelle il y a un changement et que ce changement met un temps T à s'établir. Eh bien, les répercussions donc vont arriver au point M qui est éloigné à la distance R. Ça va demander un temps R sur C. Mais si ce temps-là, R sur C, est beaucoup plus petit que le temps de changement, je peux considérer le régime comme un régime permanent. C'est-à-dire, les changements se font instantanément ressentir. Bon, bien sûr, c'est pas instantané, mais c'est pratiquement instantané. Voilà, c'est ce qu'on va se voir, c'est ce qu'on va voir. Donc, dans le chapitre suivant, on va utiliser ça. Bon, pour terminer, on va parler de l'énergie électromagnétique. Oui. D'abord, on va parler de la puissance communiquée à la matière, communiquée par le rayonnement. Hein. Quelle est la puissance, c'est-à-dire l'énergie par unité de temps que le rayonnement donne à la matière? Vous voyez, vous mettez votre main au soleil, c'est-à-dire vous la soumettez au rayonnement issu du soleil. Vous sentez la chaleur. Ça veut dire que l'onde électromagnétique vous a communiqué une certaine énergie. Bon, quelle est cette énergie par unité de temps? Bon, ben, on va considérer un certain volume, il est là, avec un petit volume infinitésimal d'étau animé d'une vitesse V et contenant une charge dQ, qui va être égale à ρ d'étau, hein, si j'appelle ρ la densité de charge. Sur la surface, un petit élément de surface ds, bon, très bien. Je m'intéresse à la force que subit la charge dQ, qui est dans le domaine, qui est dans le volume d'étau. Cette force-là, de façon générale, c'est la force de Lorentz. Il y a une partie électrique, dQ fois E, ρ d'étau fois E, plus une partie magnétique. Okay. Maintenant, je voudrais savoir quelle est la puissance que je peux associer à cette force. Ou, si vous voulez, l'énergie par unité de temps, le dW sur dt. Alors, l'énergie associée à la force F pendant un déplacement d lambda, vous savez qu'on dit dF scalaire d lambda, ça c'est dW, sur dt. dF scalaire d lambda sur dt, alors il y a d lambda sur dt qui est une vitesse v. Donc, cette énergie par unité de temps, en fait, c'est dF scalaire v, ce qu'on peut appeler aussi puissance.
énergie par unité de temps. Donc cette puissance, vous l'avez vu en mécanique, hein, c'est df scalaire v, bon. Et donc je multiplie scalairement par v. Alors il y a un premier terme, e scalaire v, ou la v scalaire e, le voilà. Et le deuxième terme, je ne l'ai même pas écrit, puisque v scalaire v vectoriel b est égal à 0. Hein. V vectoriel b est un vecteur qui est orthogonal à v, et donc v scalaire, ce vecteur orthogonal, va donner 0. Ok. Rho v, vous reconnaissez le vecteur densité de courant, J. Donc au final, on a J scalaire E des taux. Et donc, la puissance totale qui est fournie à l'ensemble des charges de ce volume, eh ben, ça va être l'intégrale de J scalaire E des taux. Ça, c'est donc, on retient ça, c'est la puissance fournie par le rayonnement à un volume V. D'accord? Ou vous retenez aussi plus simplement le J scalaire E, on va dire, c'est la puissance par unité de volume. D'accord? C'est la puissance par unité de volume fournie par le rayonnement à la matière. Alors, justement, faisons maintenant un bilan d'énergie. On va considérer d'abord une notation. On va appeler petit u. Attention, hein, il y a les petits u et les grands U. Ici, petit u, c'est la densité d'énergie électromagnétique. Densité, ça veut dire que c'est l'énergie électromagnétique par unité de volume. Donc, si je considère un volume tau, eh ben, il va contenir une énergie grand U qui va être égale à l'intégrale de U des taux. U des taux, c'est l'énergie élémentaire, si vous voulez. Et la somme des énergies élémentaires me donne l'énergie totale. D'accord? Donc, ça, c'est l'énergie totale contenue dans un volume V. OK? Alors, je voudrais maintenant faire le bilan en disant quelle est la variation par unité de temps de l'énergie contenue dans ce volume. Alors, faites bien attention, je suis en train de parler de l'énergie électromagnétique. Je ne parle pas de l'énergie de la matière. Contenue dans la matière, je parle de l'énergie électromagnétique. Et plus exactement, je vais parler de la diminution d'énergie électromagnétique. C'est pour ça qu'il y a un moins. Alors, a priori, essayons de voir pourquoi l'énergie contenue là-dedans, l'énergie électromagnétique, pourquoi elle va diminuer. Eh bien, il y a deux raisons. Il y a d'abord, commençons par l'intérieur, en volume. Il y a d'abord les choses dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est que l'énergie électromagnétique va être communiquée à la matière, aux charges, pour les mettre en mouvement. C'est ce qu'on a vu à l'instant. C'est ce terme-là, P, on va l'appeler volumique. C'est la puissance qui est cédée aux charges qui sont contenues à l'intérieur. D'accord? Et il y a un autre terme, maintenant, c'est par la surface. Il y a une énergie, par unité de temps, qui est rayonnée. Il y a une puissance qui est rayonnée. Un petit peu à l'image, si vous voulez, quand vous avez une plaque qui est chauffée, par exemple, elle va émettre, au fur et à mesure que vous la chauffez, elle va émettre un rayonnement de plus en plus important. Voilà, c'est les deux façons de perdre de l'énergie électromagnétique, soit en surface, sous forme d'un rayonnement, soit en volume, en communiquant de l'énergie aux charges qui sont à l'intérieur du volume. Très bien, mathématiquement maintenant, on peut écrire, vous vous rappelez que grand U, c'était l'intégrale de U des taux, et je permute des sur dt avec le signe intégral, ça me donne ça. Le U, pour l'instant, là, je ne connais pas son expression. Je dis simplement, bon, il existe une certaine densité d'énergie. Continue. La puissance rayonnée, je peux la mettre sous la forme d'un flux d'un certain vecteur R, que je ne connais pas non plus, un certain vecteur, RTS. Alors, pourquoi j'ai pensé à mettre la puissance rayonnée sous la forme d'un flux? Ça, si vous voulez, parce que pensez au vecteur densité de courant.
J, le vecteur J. Vous savez qu'à travers une surface, le flux de J à travers une surface S, c'est une intensité. C'est l'intensité du courant, l'intensité I. Mais c'est quoi I? I, c'est la quantité de charge par unité de temps. I, c'est dQ sur dt. Donc, le flux de J, ça représente une quantité de charge par unité de temps. D'où l'idée que j'ai ici, la puissance, c'est-à-dire la quantité d'énergie par unité de temps. Bah, de la même façon, je dis, c'est le flux d'un certain vecteur, R, scalaire Ts. On va voir ce que c'est que ce R. Bon, mais la puissance volumique, alors la puissance volumique, elle, par contre, je sais ce que c'est. On l'a calculé tout à l'heure. C'est l'intégrale de E scalaire J dt. Voilà. Bon, maintenant, ce qu'on peut faire, on va pas le faire ici. Ça n'importe peu, on voudrait juste voir les résultats. Mais vous avez la démonstration qui est faite dans votre polycope. Mais on va utiliser les relations de Maxwell pour remplacer ici E et J. Et ça va nous... Je vous rappelle qu'on ne connaît ni U ni J. Hein. Simplement, on remplace ce terme-là en utilisant les équations de Maxwell. Ça va nous donner une certaine forme. Et par identification, quand on aura une intégrale triple, on va l'identifier à celle-là. L'intégrale double, on va l'identifier à celle-là. Enfin, bon, on peut faire ça et on constate que U, la densité d'énergie électromagnétique, elle se met sous cette forme. Vous reconnaissez le premier terme, c'est la densité d'énergie électrique. Et le deuxième terme, bon, bah, c'est la densité d'énergie magnétique. Le n epsilon 0 E au carré, je vous rappelle, on l'avait vu, par exemple, quand on avait parlé d'un condensateur. Entre les lames d'un condensateur, il y avait une certaine énergie. Et l'énergie divisée par le volume, ça nous donnait n epsilon 0 E au carré. Je me rappelle, l'année dernière, on l'avait aussi utilisé pour calculer l'énergie d'une sphère. Si vous vous rappelez, pour déterminer, voilà, la capacité d'une sphère. Oui, on était passé par l'énergie et ça nous avait conduit à on avait utilisé ce résultat, enfin, cette expression-là, pour arriver au résultat de la capacité qu'on avait pu calculer par une autre façon. Bon, alors l'autre chose, c'est que ce fameux vecteur R, eh bien, on constate que c'est simplement E vectoriel B sur mu0, et ce vecteur-là porte le nom de vecteur de Poynting. Poynting, c'est ce qui donne la puissance véhiculée par une onde. D'accord? Et il y a un théorème de Poynting. En fait, c'est le bilan qui était ici. D'accord? Mais vous isolez ce terme, c'est le flux du vecteur R, et vous dites qu'il est égal d'abord à la diminution d'énergie électromagnétique, ici la densité, et ensuite il faut tenir compte de la diminution d'énergie parce qu'une partie de l'énergie a été cédée aux charges qui sont à l'intérieur du volume. Bon, eh bien, cette intégrale aussi, on peut maintenant l'écrire sous forme locale. Pour cela, on va à nouveau, alors là, heureusement qu'il existe celui-là, on va à nouveau utiliser le théorème de Green-Ostrogradsky. Vous transformez cette intégrale en intégrale triple de la divergence R, et vous dites que ça, tout ça, c'est vrai quel que soit le volume V, et ça va vous donner que la divergence R égale, enfin, bon, si vous faites tout par C à gauche, divergence R plus E scalaire J plus DU sur DT, et bien c'est égal à 0. Voilà, bon, ben, je pense qu'on va s'arrêter là. Pour ceux qui vont continuer en physique, vous verrez les années suivantes. Bon, c'est un domaine vraiment passionnant. Vous verrez, par exemple, les solutions des équations de propagation. Il y a les ondes planes, monochromatiques, enfin, il y a plein de choses. Vous verrez justement les énergies qui sont véhiculées par une onde. Vous verrez tout ça. Bon, ben, nous, on arrête. Donc, merci pour votre attention et à une prochaine fois.